Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi de 19h à 21h. La vidéo est devenue presque virale sur la toile. Elle met en scène un personnel de santé identifiable par une tenue estampillée Organisation mondiale de la santé et un parent d'élève qui a décidé de ne pas faire vacciner son enfant. S'ensuit un échange digne d'une scène de ménage perceptible dans certains quartiers malfamés de nos principales villes. Et si ce personnel de santé s'en était pris autrement pour faire comprendre le bien fondé de cette campagne, selon un communiqué de presse de la représentation de l'Organisation mondiale de la santé au Cameroun, 5 239 728 enfants de 0 à 5 ans sont à vacciner dans le cadre de la riposte contre le poliovirus circulant de type 2 au Cameroun. 6 régions sont concernées: Adamawa, centre, est, extrême nord, littoral et nord. Une campagne organisée en 2 temps, du 18 au 20 septembre 2020 pour le premier tour et du 9 au 11 octobre pour le second tour. Madame, Messieurs, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelet. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Rentrée scolaire 2020, polémique autour d'un vaccin. Pour en parler, nous avons invité ce soir en plateau, vous allez les découvrir au fur et à mesure qui seront là. D'abord, Mathias Kameni du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonsoir Mathias. Bonsoir Serge Alain Autour, bonsoir à mon copanéliste, bonsoir à tous ceux qui nous regardent sur la télévision du peuple. Voilà, à côté de vous, votre copanéliste pour l'instant, c'est Marlise Doualabel. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs et puis surtout à mon voisin, le monsieur Kamini, que j'ai le plaisir de retrouver sur ce plateau. Voilà. Nous sommes toujours attendus Queen Mary Douala de la société civile et le docteur Etoa Roger, médecin de santé publique. Nous prenons tout de suite, madame, monsieur, la direction de Montréal au Canada où nous attend le professeur Prévost Ndjantou. Bonsoir, professeur. But I hope we work together. Voilà, vous l'avez dit, professeur, j'ai parlé de cette image, cette vidéo devenue virale sur la toile. Vous l'avez regardée vous-même. Un premier commentaire. Oui, effectivement, quand j'ai reçu la vidéo par plusieurs personnes qui me l'ont transmis, la première chose que j'ai pensé, c'est effectivement étrange de voir comment on peut, dans une position de responsabilité, parler à des familles de façon aussi agressive et violente. Et en analysant par la suite les détails, j'ai cru comprendre que c'était un programme de vaccination qui était lancé, mais qui probablement n'avait pas été suffisamment expliqué aux familles, ce qui fait que les parents présents étaient dans un désarroi et dans une surprise. Donc j'ai vraiment été choqué, bouleversé par l'attitude de ce monsieur qui se présentait comme le donneur d'ordre et le donneur de leçons. C'est vraiment dommage, c'est très dommage. Professeur, vous dites que vous avez été choqué, vous avez comme l'impression que ça n'a pas été suffisamment expliqué aux parents. Donc il y a un déficit d'information. Il y a un déficit d'information. C'est ça qui explique la réaction du parent? Est-ce que c'est... Exactement, le sentiment que j'ai eu, c'est que dans une action aussi importante que celui d'un vaccin qu'on doit administrer à un enfant, il y a des démarches qui doivent être faites pour aviser la famille, prévenir les parents avant même que cela ne soit fait et obtenir éventuellement les signatures. Mais dans ce qu'on a vu dans la vidéo, on avait le sentiment que tout était fait à l'emporte-pièce, sans aucune concertation, sans aucune discussion. Et même lorsque la personne, la famille, le parent, la maman a essayé d'expliquer, il y avait une violence verbale qui était telle qu'on se demande si on est encore dans un contexte de relation humaine, parce que au final les enfants c'est pas du bétail et lorsqu'on est soignant
on a avant tout le droit de respecter la dignité humaine, que ce soit dans un contexte thérapeutique que dans un contexte préventif. Et ça, ce qu'on a vu là, c'était le mauvais exemple de ce qu'il faut faire dans la relation de soins entre un soignant et une famille, un patient. Et c'est vraiment dommage. J'espère que ce monsieur sera sanctionné et prendra le soin de s'excuser auprès des familles. Professeur Djantou, je reste avec vous. Vous êtes au Québec. Quelle est l'approche de ce système de vaccination de votre côté-là? Comment ça se passe chez vous? Oui, surtout lorsqu'on a affaire à des enfants. Professeur, je rappelle que vous êtes pédiatre, donc vous travaillez avec les enfants au quotidien. Comment ça se passe? Comment ça devrait se passer? Exactement. Le programme de vaccination au Québec, au Canada en tout cas, est un programme qui est différent selon les provinces. Donc bien que le Canada soit avec un système de santé global, chaque province établit un calendrier de vaccins qui est défini selon les tranches d'âge. Et on sait que pour ce qui est de l'accessibilité des vaccins, il y a des vaccins qui sont importants à administrer très tôt lors des premières années de vie. On parle ici à partir de 2 mois jusqu'à 18 mois. Il y a la première vague de vaccins. Et ces vaccins-là couvrent des maladies comme la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, l'hépatite B et la fameuse poliomyélite dont on va en parler. Et ces vaccins-là sont administrés dans des centres de santé, ce qu'on pourrait comparer au PMI, au système de PMI au Cameroun. Et dans ce contexte-là, les vaccins qui sont gratuits sont expliqués aux parents et administrés. Par la suite, lorsque les enfants sont scolarisés, la deuxième vague de vaccins qui arrive autour de 5 à 9, 10 ans se fait dans un contexte qui peut être fait à l'école ou aussi dans les centres de santé, mais là encore avec des systèmes d'explication, d'information, parce que ces vaccins-là sont différents des premiers. Certains sont des rappels, d'autres c'est des vaccins nouveaux. Il y a l'exemple du papillomavirus, on peut en parler aussi, qui arrive autour de l'âge de 9 ans. Ensuite, la troisième vague de vaccins, c'est lorsque l'enfant est dans les années de 15 ans, donc autour de l'âge de la seconde, et qui est aussi un vaccin qui se fait dans un contexte, dans un cadre scolaire où les parents sont aussi avisés avec des campagnes de vaccination, des informations. Donc, c'est vraiment une séquence qui passe beaucoup par la communication. Il y a un site web qui est accessible, qui permet de démystifier beaucoup de choses parce que la crainte des familles passe aussi par l'explication des risques qu'il faut savoir modérer par rapport à ce que les anti-vax ont tendance à répandre. Voilà, dernière question pour ce premier jet, professeur Djantou. Il y a une partie de la vidéo où ce médecin, ce chef d'équipe, je suppose, dit « Si votre enfant vient, je vais seulement le vacciner ». C'est une façon de parler. On se demande le caractère. C'est obligatoire le vaccin? En fait, c'est important de considérer que la vaccination, c'est un moyen de prévention collective. Et lorsqu'on doit vacciner un enfant qui est en collectivité, on pense à protéger l'enfant, mais aussi protéger la société. Donc, dans le contexte de vaccin qui doit être administré, c'est important de voir quelles sont les réglementations propres à chaque pays, à chaque contexte. Et c'est sûr que les vaccins comme ceux qui sont administrés actuellement, dans le cadre qui nous concerne, je pense que c'est un vaccin dans... L'enfant devait avoir autour de 4-5 ans, donc ça doit être un rappel vaccinal probablement. Ici, on parle d'un vaccin dans la période où l'enfant commence l'école et donc il y a une protection qui doit être faite par rapport à ses camarades, par rapport à l'environnement scolaire. Donc c'est difficile ici de dire qu'on va obliger la famille à vacciner l'enfant sans pour autant expliquer quel est le type de vaccin qui devait être administré. Mais je pense que la façon de le présenter, c'est cette agressivité, cette violence verbale qui était malheureuse et qui ne devrait pas se faire, effectivement. Voilà, merci professeur Djantou pour cette première intervention de votre part depuis Montréal. On accueille Queen Mary Douala. Bonsoir Queen. Bonsoir, c'est Jean-Léon autour. Bonsoir à tous les militants et sympathisants de l'association À nous le Cameroun. Bonsoir à toutes les dames Bayamselav du marché de Bonam Sadi ainsi que du marché d'Aïdo. Je suis là. D'Aïdo? Oui, du marché d'Aïdo. Elles sont là? Elles ont bien travaillé aujourd'hui? Ah ouais, elles ont bien travaillé, okay. Malgré les microbes malgré les microbes qui dérangent un peu la société. Ah, les microbes sont perceptibles maintenant à l'œil nu? Ce sont les microbes physiques. Ah ok, voilà.
Marie Dolabel, je vous ai vu prendre beaucoup de notes lorsque le professeur Jean-Thiou s'exprimait. Vous avez regardé également cette vidéo. Votre sentiment de psychologue. J'interroge là le psychologue. Et non le politique. Oui. Et effectivement, je pense que cette vidéo interpelle à plusieurs titres. Oui. D'abord, sur le plan purement psychologique, c'est le jour de la rentrée. Oui. C'est un jour difficile dans ces petites classes, oui, parce que pour la première fois, souvent, la maman est obligée de confier à des étrangers son tout petit. Oui. Et le tout petit, pour la première fois, va se détacher de la cellule familiale pour se retrouver dans la société. Et donc, c'est un jour particulier, donc, qui génère de l'angoisse. Deuxièmement, je pense que cet agent a aussi illustré de manière extrêmement perceptible ce mauvais rapport qu'on dénonce tous entre les personnels censés être au service des populations et les populations qui attendent les services. Parce que souvent, on a l'impression que ces personnels ont comme l'impression d'être les patrons des usagers. Alors qu'en réalité, c'est comme le rapport entre... Comme les personnalités ressources avec les présidents de section. On le a dit. Attendez, non, vous avez dit que j'étais interpellé comme psychologue et du coup, non. Ok, je pense qu'on va revenir, on va y arriver. Oui. On va revenir là-dessus. Non, je pense que c'est quelque chose que nous avons hérité de la colonisation. Oui. Et être en poste, être fonctionnaire, oui, être généralement confère à celui, pas seulement les fonctionnaires, hein. Vous allez à n'importe quelle administration, à n'importe quelle institution, à n'importe quelle entreprise privée, vous avez cette mauvaise relation entre le client que nous sommes, parce qu'on nous appelle usagers, mais en réalité, nous sommes des clients. Et ces personnes qui sont censées offrir le service de l'institution. Et ça, le monsieur l'a extrêmement bien exprimé. C'était vraiment difficile. Et troisièmement, ce monsieur a manqué de respect. Enfin, il a manqué d'éducation. Parce qu'on ne parle pas comme ça à une personne qui vous a rien fait, qui est juste angoissée de voir que son enfant va être vacciné, alors qu'elle n'a pas eu l'information. Elle ne sait peut-être pas de quoi il s'agit et pourquoi cet enfant doit... Voilà. Donc, et ça nous ramène donc à l'intervention du docteur de Montréal pour dire que la communication est extrêmement importante parce qu'il s'agit quand même d'inoculer quelque chose d'étranger dans le corps d'un enfant. Donc, ça prend quand même qu'on prenne le temps, quelques minutes, quelques 10, 5, 15 minutes, pour expliquer aux parents. Et pourquoi ne pas organiser une réunion avant la rentrée pour dire aux parents que, bon, pour la protection de la communauté éducative et surtout de l'ensemble des enfants, tous les enfants doivent présenter un carnet de vaccination pour qu'on s'assure qu'ils sont à jour de leur vaccination. Donc, si votre enfant n'est pas à jour de sa vaccination, nous allons procéder à un atelier vaccination à l'établissement pour protéger les enfants. Je pense que les parents n'auraient pas paniqué, cette dame n'aurait pas paniqué. Donc pour vous, il y a un déficit d'information. Oui, déficit d'information et puis mauvaise qualité de la relation entre le prestataire d'un service public et la population, l'usager qui attend qu'on l'encadre, qu'on lui explique, qu'elle comprenne. Voilà. Mathias Kameni, vous avez regardé cette vidéo également. Oui. Quel sentiment? Moi, je pense que ce que j'ai vu là est très déplorable sur le plan psychologique et ça traduit, n'est-ce pas, le comportement du système gouvernant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque un gouvernement a décidé, n'est-ce pas, de mettre comme la base de la gouvernance la terreur, ça donne ce que nous voyons là. C'est ça, effectivement, qui reflète sur le comportement de cet agent de la santé, qui était censé conseiller
encadrer, n'est-ce pas, ces enfants, rassurer même ces enfants. C'est comme disait le professeur, le médecin, il rassure. Les rassurer avant de passer son vaccin, ça c'est d'un. Et de deux, on sent que le gouvernement n'a pas pris le temps, n'est-ce pas, de sensibiliser les populations sur ce vaccin. Et vous savez, lorsque le peuple a déjà désavoué un gouvernement, lorsque la confiance du peuple n'existe plus face à son gouvernement, c'est extrêmement dangereux. Le peuple se méfie de tout ce qui peut arriver. Parce que là maintenant, on leur présente un vaccin. On ne leur dit pas à quoi ça sert. Subitement comme ça, on décide de vacciner les enfants. C'est quand même déplorable. On n'a plus le temps de sensibiliser les parents. Parce que je me rappelle quand j'étais adolescent, M. Serge Alanoutou, il y avait des campagnes. Il y a des agents de santé qui passaient chez nous. Il y a combien d'enfants dans cette maison? Et puis ils notaient le vaccin, nous avons passé tel jour pour faire des vaccinations. Je pense qu'il y avait toute une grande campagne. Il y a une équipe qui passait avant de venir pour le vaccin. Tout à fait. Mais vous voyez quelqu'un débarquer comme ça dans une école et dire je viens vacciner les enfants. Mais attendez, ça ne se passe pas comme ça. Ça donne quand même à craindre. Et ça prouve une fois de plus l'absence de l'État dans son incapacité, n'est-ce pas, d'éduquer son peuple, de le former, de le rassurer. Ça prouve que l'État n'existe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Queen Mary, vous êtes une maman. Vous avez disséqué, je suppose, le comportement de cette dame. Vous êtes mise à sa place. Vous comprenez cette dame? Ce que moi je dirais, c'est que le droit à la santé est universel. C'est un droit universel comme le droit à l'éducation. Et si je marche dans cette logique, le gouvernement, les mesures du gouvernement sont des mesures qui sont louables et qui sont appréciables parce que le gouvernement a pour devoir de protéger sa population et de prévenir les maladies. Alors, il va de soi que les enfants doivent être vaccinés. Maintenant, comment est-ce que le vaccin est apprécié? Comment est-ce que la population apprécie la mission du vaccin au sein de la société? Je pense qu'on gagnerait, le gouvernement gagnerait à faire tester ces vaccins sur leurs enfants avant de demander qu'on vaccine les autres enfants qui sont des pauvres enfants pour dissimuler ce doute. Parce que nous voyons comment les réseaux sociaux, les médias traditionnels, les médias électroniques font la polémique autour des vaccins. Alors, les parents ont l'impression que ces vaccins viennent réduire la population africaine. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais en classe de 5e au lycée bilingue de Bonabéry, il y a eu une campagne de vaccination où nos parents sont sortis pour nous empêcher d'être vaccinés, disant que non, si on nous vaccine, on allait être stérile, ce qui n'était pas vrai. Moi, je pense que le gouvernement gagnerait pour rassurer sa population que lui-même, le gouvernant, qui demande qu'on vaccine les Camerounais, qu'on vaccine la basse population, qu'il essaye d'abord ces vaccins sur ses enfants pour rassurer ceux qui sont... Les enfants de ces gouvernants sont des Camerounais aussi. Oui, ils sont des Camerounais, mais puisque eux, on ne sait pas, on ne sait pas si ils prennent ces vaccins ou pas. Maintenant, ils doivent donc montrer d'abord le bon exemple à la population. Ils montrent comment ils vaccinent leurs enfants avec ces vaccins pour persuader la population, la basse population, parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a trop de polémiques autour des vaccins. Oui. Les gens ont l'impression que les vaccins viennent diminuer la population africaine. Mais demander qu'on vaccine les enfants sans l'accord de leurs parents aussi, ce n'est pas bien. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une campagne autour des vaccins avant que ces vaccins ne soient administrés. Pourquoi ne pas faire du porte-en-porte pour aller, informer la population, informer les ménages que voilà, nous avons un vaccin contre telle maladie, il est important que vos enfants soient vaccinés. Et pourquoi même ne pas aller vacciner les enfants à domicile? S'il y a des moyens pour déployer, s'il y a la logistique pour déployer, pour empêcher les gens de marcher. À domicile que les parents vont accepter, vont ouvrir les portes? Mais parce qu'à domicile, le week-end, les parents sont là. Si on explique ce pourquoi on vaccine les enfants, ce pourquoi ce vaccin est important, je pense que les parents vont accepter. Je ne comprends pas pourquoi on va dans un établissement sans que le parent ne soit informé du vaccin et ne soit informé de la nature du vaccin. On gagnerait à aller dans les domiciles peut-être le week-end parce que les parents sont là le week-end, on fait du porte-à-porte, puisqu'il y a des moyens qu'on met en place pour empêcher aux gens de marcher. Il y a des moyens
qui sont là de restriction. Pourquoi est-ce qu'il y a des moyens de restriction quand il faut demander nos droits, mais il n'y a pas les moyens de restriction quand on prend nos enfants comme des cobayes? Nos enfants ne peuvent pas être des cobayes pour être vaccinés. Il faut d'abord que les gouvernants eux-mêmes testent ces vaccins sur leurs enfants avant d'aller tester ça sur nos enfants, parce que nous sommes de la faible population. Et si je voudrais aussi ajouter, nous voyons par exemple dans les concours, au niveau des concours, il n'y a pas de restriction quand il faut donner de la place aux enfants des gouvernants. Mais pour vacciner les enfants, on vient d'abord tester les enfants des pauvres. Donc moi, je pense que c'est là où il y a la problématique. Ok. Voilà, je crois qu'on est tous d'accord qu'il y a eu un déficit d'information. Hein. Cette dame, elle réagit comme ça parce qu'elle n'a pas été suffisamment... Parce qu'elle n'a pas été suffisamment informée. Voilà. Et le vaccin en lui-même, le vaccin est bien. Il est préventif, il est bien pour les enfants. Parce que nous voyons par exemple la polio. Aujourd'hui, on a pu éradiquer la polio parce que on a compris ce pourquoi le vaccin contre la polio était important. Non, ils sont justement vaccinés ils parlent de riposte contre le poliovirus circulant de type 2 au Cameroun. Oui, ben, il faut informer. Voilà. Il faut tout juste informer. Il faut d'abord tester ça. Je pense que les gouvernants ont les petits-fils de cet âge. Ou même le président de la République, il a les grands-fils. Si on teste ça devant la population camerounaise, on dit que voilà le vaccin qu'on met sur l'enfant du président de la République, bien sur son petit-fils. Je pense que ça va donner l'engouement à tous les autres enfants qui sont au quartier, qui n'ont pas les moyens pour se soigner facilement, c'est-à-dire d'accepter aussi ce vaccin. L'exemple commence par le haut. Donc c'est ça ma doléance. Ou bien sur les petits-fils de ou bien sur les petits-fils, ou bien ceux qui utilisent les mami wata pour exploser au Cameroun. Ils peuvent mettre les enfants en avant. On les teste d'abord ces vaccins pour dissimuler le doute autour des Camerounais. Même les enfants de Mme Doualabel, ben, elle a des petits-enfants. Puisque nous sommes tous des Camerounais, non? Parce que c'est eux qui autorisent, n'est-ce pas, ce vaccin sans informer les Camerounais. Elle peut autoriser qu'on passe ça sur ses petits-enfants. Et puis on voit des conséquences. Vous avez suivi Marlise Doualabel tout à l'heure? Non, il n'a pas suivi. Mais je dis, elle a des petits-enfants, comme la dame dit. Non, il n'a pas suivi. Pourquoi ne pas permettre qu'on essaye sur ça? Je peux réagir? Oui, allez-y. Oui, vraiment, moi je suis désolée. Tout ce que j'ai entendu là, ça s'appelle le populisme. Vous comprenez? Parce que même si je fais vacciner mes enfants publiquement, j'amène une télé, qu'est-ce qui dit que c'est ce vaccin que je suis en train de leur mettre? Et que je n'ai pas réservé le vaccin qui tue aux pauvres. Donc c'est des choses qu'on dit comme ça pour faire plaisir à la population, mais ce n'est pas réaliste. Queen Maria a dit quelque chose d'important. L'État du Cameroun, dans son rôle régalien, doit s'occuper de la santé des Camerounais. Et la vaccination pour les enfants est une mesure de protection qui est reconnue par tous et qui est efficace puisqu'on a pu endiguer dans notre pays toutes ces petites maladies qu'on redoutait autour de la petite enfance. Et la rougeole, et la polio. Et, en fait, tous les parents aujourd'hui savent qu'après la naissance d'un bébé et à des périodes séquencées avec le médecin et le pédiatre, l'enfant doit respecter un certain nombre de vaccins. Maintenant, qu'on reproche qu'il n'y ait pas eu suffisamment de communication, peut-être, mais encore, j'aimerais qu'on ne s'arrête pas sur une vidéo virale pour arriver à des conclusions de généralité. Dans combien d'écoles est-ce que cela a eu lieu, cet incident? Et combien de personnes se sont comportées comme ce monsieur? On ne sait pas. Donc n'allons pas vite en besogne simplement parce qu'il faut acculer le RDPC. Nous ne faisons que notre travail. Protéger les populations. Et vous pouvez, quand ça se passe comme ça, dire c'est très bien et nous sommes satisfaits. Maintenant qu'il y ait une personne isolée qui a posé un acte comme celui-là, j'ai fait le lien avec notre niveau à tous d'éducation. J'ai entendu le représentant du MRC dire que oui, c'est parce que comme le gouvernement ne connaît que la répression, etc. Non, ça n'a rien à voir. Quand vous allez acheter une paire de chaussures dans une boutique au Cameroun, quand vous avez essayé 2 paires de chaussures, la vendeuse vous dit, madame, partez si vous n'avez pas d'argent. Si vous êtes en France,
la vendeuse va vous faire essayer 30 paires de chaussures en essayant absolument de faire en sorte que vous ne sortiez pas du magasin sans acheter une paire de chaussures. Donc, nous avons un effort, les Camerounais, les Africains et plus particulièrement les Africains de l'Afrique centrale ont cette espèce d'attitude violente sur le plan du langage, sur le plan de... vous arrêtez un taxi, vous n'avez même pas fini de partir. Ah mouf, allez là-bas si vous n'avez pas d'argent. Est-ce que ça, c'est parce que le gouvernement a fait quelque chose? Non. C'est des frustrations. Nous devons, non, ce n'est pas des frustrations, c'est de l'éducation. Oui. C'est de l'éducation et je suis sûre que vous, tel que vous éduquez votre enfant, jamais il n'insultera une maman comme moi. D'accord? Donc, au départ, il y a un minimum d'éducation que nous devons tous donner à nos enfants. Devenus grands, ça sera des personnes civilisées, ce qu'on appelle civilisées. Mais même leur colère sera civilisée. Ils n'iront pas dans une cathédrale pour faire sortir des gens qui sont en pleine messe, dans un lieu sacré, le désacraliser. Vous comprenez? Donc, pour moi, on va dire que ce monsieur mérite certainement une sanction parce qu'il ne s'est pas bien comporté, mais on va louer cette opération. Et Serge Alain, je voulais te dire que les résistances vaccinales ont toujours existé. Hein, ont toujours existé. Dès qu'on veut vacciner les gens, les parents ont toujours... Et de par le monde, pas seulement chez nous. Et je sais qu'effectivement, ils ont raison. Est-ce que vous savez que quand moi j'ai eu l'hépatite C et j'ai été malade, j'ai été soignée, j'ai été guérie. Et on m'a expliqué qu'il y a l'hépatite C, parce qu'à ce moment-là, pratiquement, beaucoup de gens l'avaient. Et on ne comprenait pas pourquoi autant de gens l'avaient. Et parmi les études qui ont été faites, on s'est rendu compte que les gens nés entre 1946 et 1966 à peu près, non, les tchouk-tchouk qu'on nous faisait à l'école, non. Donc, le pistolet, là, on te vaccine. Mais quand on a fini de te vacciner, on ne nettoie pas on passe à l'autre enfant, etc. Et apparemment, on aurait distribué pas mal. Donc, le vaccin n'est quand même pas une opération bénigne. Mais quand on voit, on fait le rapport entre ce à quoi ça nous ce de quoi ça nous protège et les petits ratés ou dysfonctionnements qu'on peut relever ici et là, bon, on peut dire que le comportement le comportement du monsieur sur la vidéo ne relève pas de son éducation, mais ça relève du milieu auquel il se trouve. Nous sommes dans un milieu violent actuellement. Violent parce que du haut jusqu'au bas, on nous a appris à violence. Et nous sommes en train d'aller vers la violence. Vous voyez ce qui se passe actuellement à Douala, les microbes. Pourquoi il y a cette violence? Parce que ces personnes qui travaillent ne sont pas bien rémunérées. Ils ne sont déjà pas contents de leur dû. Ils ne sont pas contents de la façon dont ils sont traités. Monsieur vient lever Marie, ne parle pas comme ça une dame. Permettez, on va revenir. La violence est déjà dans notre ADN. Merci Queen Marie. Quand vous allez au marché à Abidjan, tout le monde vous appelle Tantine. Tantine, vous voulez pas ça? Tantine, vous voulez pas ça? Quand vous allez au marché central, la mère, tu veux quoi? Là-bas, passe au Cameroun, l'expression violence, n'encouragez pas ça, Marie. N'encouragez pas ça. Non, ça vient pas du haut. Merci Queen Marie. On va repartir à Montréal où nous attend le docteur André Tchoitieu. Bonsoir docteur, bienvenue une fois de plus. Oui, docteur, il s'agit, il faut bien expliquer, selon le communiqué presse de l'OMS Yaoundé, oui, il s'agit du second tour des journées locales de vaccination de riposte contre le poliovirus circulant de type 2 au Cameroun. Et comme tout le monde l'a reconnu sur ce plateau, c'est peut-être surtout un déficit d'information qui a conduit à ces images qu'on a vues du côté du 2e arrondissement de Douala.
Oui, bonsoir à tous. Et je m'excuse du retard que j'ai accusé dû à des problèmes de connexion. Donc, pour discuter un peu, pour parler de cette situation qui nous préoccupe aujourd'hui, je crois que tout a été dit sur le plateau. Il y a des aspects psychologiques, il y a des aspects liés à nos études, à nos backgrounds, je vais dire éducationnels, qui peuvent donner lieu à ce qu'on a observé. Je ne vais pas, comment dire ça, je ne vais pas être, aller violemment, utiliser un peu les mêmes méthodes contre ce confrère, mais je crois qu'il faut situer un peu tout ceci dans un contexte qui est un contexte dont Madame Bell a fait allusion, qui est un contexte assez violent dans le langage, assez violent dans les pratiques bien quoi. C'est vrai qu'on est relativement beaucoup plus violent dans le langage en Afrique centrale que partout ailleurs. Et je crois que j'ai assez parcouru l'Afrique pour confirmer cela. Autre chose, c'est également un climat de méfiance par rapport au vaccin, cela a été dit également, et ce climat de méfiance qui ces jours-ci est renforcé par la pandémie à coronavirus qui est circulante et qui peut justifier le fait que cette maman et certainement beaucoup d'autres aient été très méfiantes. Alors, les aspects communicationnels sont majeurs dans toutes les interventions de santé publique où on va faire appel directement à la communauté pour obtenir une adhésion de la communauté. Il est décrit dans tous les manuels de mise en œuvre de programmes comme celui-là ou d'autres programmes, l'aspect communication et l'aspect communication avant, pendant et après la campagne. Et je crois que tout le monde l'a dit, c'est quelque chose qui a certainement manqué et cet aspect devrait être renforcé encore plus dans un contexte actuel où il y a beaucoup de mauvaises informations via les réseaux sociaux et ainsi de suite. Et je crois que pour communiquer aujourd'hui, j'ai tendance à être d'accord avec Madame Bell. On n'a pas besoin des enfants de X ou Y, mais une communication vraiment sincère, les gens savent la ressentir. Et on a plein de moyens aujourd'hui pour atteindre le maximum de population. Le porte-à-porte peut être difficile parce que ça mobilise beaucoup d'argent, mais on a aujourd'hui toutes les technologies, on a la télévision, on a la radio, on a les SMS et ainsi de suite, qui peuvent servir pour atteindre les populations et les informer suffisamment sur les bienfaits d'une campagne telle que celle-là. Donc, voilà un peu ma position. Après, il faut analyser, c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé avant cette fraction de vidéo qu'on voit. Je ne veux pas justifier, je crois qu'un agent de santé doit pouvoir avoir de la hauteur en tout temps. Mais après, en fonction des contextes et tout ce qu'il y a eu avant et après, on peut essayer de comprendre ce genre d'attitude. Mais bien entendu, il faudrait que cela serve de leçon un peu à tout le monde parce que pour peu que certains aient une parcelle de pouvoir, ils ont tendance un peu à en abuser, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je ne vais pas être plus long que ça de cette première intervention. Merci. Oui, et docteur Tuatieu, je reste avec vous un instant. Pour ce second tour des journées locales de vaccination concerne 6 régions du Cameroun. Le littoral, le centre, l'extrême nord, l'est et la Damawa. Que dire? Quid des 4 autres régions? Le poliovirus, on ne connaît pas de ce côté-là? Docteur Tuatieu?
certainement que le ciblage des régions a été fait en fonction de certaines informations épidémiologiques en la possession des autorités de santé camerounaises. Je ne pense pas que... Oui, vous m'entendez? Oui, allez-y, allez-y. Allô, vous m'entendez? On vous entend bien. Allô? Dans des petits soucis. Docteur Prévost, vous m'entendez? Allez-y, on va lever. Ah d'accord, ok. Donc je disais que le ciblage des régions... Voilà, on va revenir avec le docteur Andy Toiteux. Voilà, j'ai failli dire Carlos Kameni. Mathias Kameni. C'est quand même, il s'agit quand même d'éradiquer la poliomyélite. Nous sommes tout à fait d'accord. Donc les parents doivent... on est d'accord qu'il y a ce déficit d'information, mais il s'agit quand même d'un problème de santé publique. Nous sommes tout à fait d'accord, ces gens-là. Personne n'a contesté, mais c'est l'approche qui n'est pas bonne. Et c'est pourquoi j'ai dit ici que le peuple camerounais a perdu confiance avec les responsables gouvernants. Et c'est ça qui fait que de temps en temps, le peuple est méfiant. Donc, à ce moment, il faut trouver les techniques d'approche. Oui. Il faut d'abord passer par une large sensibilisation, prendre du temps pour faire passer le message. Parce que le peuple est méfiant, c'est ce qu'il faut le dire. Ils n'ont plus confiance à leurs gouvernants. À partir de ce moment d'une large sensibilisation, je pense que, voilà, on va trouver des personnes. Parce qu'il y a aussi le type de personnes qui peuvent approcher les populations. Parce que lorsque vous regardez la vidéo et que vous voyez le comportement de ce monsieur, vous voyez très bien que ce n'est pas quelqu'un qui peut, n'est-ce pas, faire ce genre d'encadrement. Parce qu'il est violent. Vous avez en face de vous un peuple qui est méfiant et ensuite vous apportez de la violence. Vous voyez que ça ne marchera pas. Donc nous pensons que c'est la manière, c'est la technique d'approche qui n'est pas bonne. Il faut prendre du temps, sensibiliser les populations, un bon nombre de temps pour sensibiliser les populations avant, n'est-ce pas, de les administrer ces virus, ces vaccins. Ok. Qu'une mairie doit là, il s'agit de poliomyélite. Je vous pose la même question. Donc, on sait les dégâts que cette maladie cause souvent auprès des enfants, si jamais ils ne sont pas vaccinés. Je vous ai dit au préalable que le vaccin en lui-même n'est pas un problème. Le vaccin est préventif et il est important. Et en tant que maire, on doit accepter la vaccination. Maintenant, il y a les techniques de communication et les techniques d'approche que tu as dit, les personnes responsables de santé doivent utiliser pour persuader les mamans. Parce que nous savons très bien que nous sommes dans un pays sous-développé et nos mentalités ne sont pas encore prêtes à accepter certaines choses, compte tenu de la désinformation qui se passe autour des réseaux sociaux, autour des médias traditionnels, ainsi de suite. Certaines personnes n'arrivent pas à accepter que le vaccin est préventif, qu'il est bon pour nous et même pour nos enfants. Parce qu'un enfant qui a par exemple la polio, si tu devais dépenser, tu ne dépenses rien en acceptant qu'on vaccine l'enfant, mais si tu n'acceptes pas le vaccin, l'enfant risque d'avoir une maladie qui va te coûter un peu plus cher. Maintenant, je disais tantôt qu'il ne faut pas forcer les parents à vacciner leurs enfants. Il faut les techniques d'approche, il faut les techniques de communication. Je dis et je redis que les moyens qu'on met pour organiser les campagnes, pour faire gagner un président de la République, on peut toujours organiser ces campagnes, on peut utiliser ces moyens pour sensibiliser, pour communiquer de porte en porte. Le docteur disait que non, de porte en porte, ça va coûter cher. Ça ne peut pas coûter cher parce que les moyens qu'on déploie pour faire la campagne, pour faire gagner un président, on peut utiliser ces moyens pour aller vers la population. Lorsqu'on fait par exemple la sensibilisation démographique, est-ce qu'on a besoin, on a besoin des moyens? On n'a pas besoin des moyens. On connaît qu'il y a des moyens dans ce pays. Ce ne sont pas les moyens qui manquent pour aller de porte en porte. Et puis s'il dit qu'on doit utiliser la communication... Le recensement général de la population. Oui, le recensement général de la population. On n'a pas besoin de moyens pour ça? On utilise souvent les moyens de l'État, non? On peut aussi utiliser ces moyens pour sensibiliser la population quand il y a un vaccin en cours. Merci.
Merci. Merci, Queen Mary. Merci à vous également sur ce plateau. Il est déjà là, Cédric Noufélé. Bonsoir, Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir aux invités ce soir. Une dernière nouvelle qui vient de tomber depuis Genève, celle des experts des droits de l'homme des Nations Unies qui appellent à la libération du professeur Maurice Kamto, président du MRC, et d'autres manifestants arrêtés le 22 septembre dernier. Ils dénoncent l'usage excessif de la force durant cette journée du 22 septembre au Cameroun. La quintessence de cette décision des experts des droits de l'homme des Nations Unies, c'est à suivre dans le journal de 20h. Et comment l'opposition réagit à ces 3 semaines d'assignation à résidence de fait du président du MRC? Elle est en train de s'organiser pour former un front commun afin de créer un rapport de force politique. Vous suivrez à cet effet Edith Kawala, présidente du CPP, ébaucher cette esquisse de solution énoncée par l'opposition camerounaise. Une opposition également qui réagit sur le nouveau dispositif de collecte des taxes douanières par voie numérique sur les téléphones portables. Le CPP, le SDF, le PCRN sont contre cette disposition. Ils accusent le gouvernement de vouloir étrangler les Camerounais à travers la nouvelle disposition. Qu'en est-il réellement? Leur réaction, on en parlera dans quelques instants. Nous ferons également le point sur ce bras de fer, sur cette électricité qu'il y a dans l'air entre la Fédération camerounaise de football, la FIFA et le gouvernement à propos de ce groupe de travail ministériel mis en place pour l'application des décisions de du TAS dans l'affaire qui oppose la FECAFOOT à la LFPC. Quel est le point de discorde? Comment se comporte le gouvernement? Que dit la FIFA qui soupçonne un risque d'ingérence du gouvernement camerounais dans les affaires du football camerounais? Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jalan. Voilà, madame, monsieur, fin donc de cette première partie Equinox Soir et dans une trentaine de minutes, ce sera Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Et tout de suite, et juste derrière moi, ce sera le 20h de Cédric Noufélé. 7 conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. 2. Vous ressentez l'envie de tousser ou d'éternuer? Faites-le dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude, puis lavez-vous les mains. 3. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. 4. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. 5. Évitez tout contact direct avec des animaux vivants. Et si cela est impossible, veillez à vous laver les mains après le contact. 6. Ne mangez pas de produits animaux crus ou mal cuits. Et lavez-vous les mains. Nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage. 7. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Gérer ses comptes, c'est bien. À distance, c'est encore mieux. Avec C-Online et Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est la partie réservée au débrief du journal, toujours en compagnie de Queen Mary Douala et Mathias Kameni, ainsi que Marlise Douala-Bel. Marlise Douala-Bel, oui. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir peur pour Douala? Après Ndokoti, la cité, c'était Daido. On a envie de se demander, après Daido, c'est... Vous savez? Non, je crois qu'avec ce qui s'est passé à Daido, avec la contribution des populations, les autorités ont quand même pu endiguer le phénomène. Parce que les jeunes d'Aïdo ont décidé de protéger leur territoire. Et ils ont réussi à protéger leur territoire. Vous parlez de la soirée d'hier. La soirée d'hier. Vous êtes au courant de ce qui a failli avoir aujourd'hui? Oui, je suis au courant et pour moi, c'est le risque de l'amalgame. Oui. C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai entendu dire, les jeunes d'Aïdo se sont constitués en groupe d'autodéfense pour protéger les différentes artères pénétrantes de leur quartier. Et du coup, apparemment, les mototaximens ont été gênés
par rapport de leur fonction, parce que ils disent, voilà, si eux, ils ne peuvent plus entrer, ils ont un manque à gagner. Bon, chacun a quand même son territoire. Ils ont enlevé la mesure interdisant l'entrée. Non, mais il y avait le comment on appelle ça en administration, la tolérance. Les Daïdo avaient marqué une sorte de tolérance qui faisait que bon, les Bensikini arrivaient quand même. Voilà. Mais maintenant, ce qu'il faudrait éviter, c'est qu'il y ait amalgame et que ça se transforme en sur un autre terrain avec des conséquences bien plus graves. Mais je pense que les autorités, le chef d'Aïdo sont en train de veiller pour que les jeunes ne se tapent pas dessus pour rien, puisque même les Bensikineurs sont victimes de ces microbes. Donc ça serait embêtant qu'on glisse, qu'il y ait un glissement de conflit vers une communauté professionnelle qui ne se reproche rien, là, sur le coup. Puis Ngola, pour vous, vous êtes inquiète aussi, là, en l'espace de 8 jours, le phénomène... Dokoti, Cité, Daido, on a envie de se demander à qui le tourne. Le phénomène des microbes ne date pas d'aujourd'hui. En tant que responsable de l'association Anolo Cameroun, c'est mon dada, je mène une campagne sur la lutte contre la délinquance juvénile au Cameroun depuis 2017. Et en décembre 2018, moi-même j'ai assisté à ce phénomène à l'église catholique de Bédi, où une bande des jeunes armés est venue dépouiller les gens à l'église du 24 au 25. Armes blanches, il faut préciser. Avec les armes blanches, du 24 au 25 de décembre 2018. Et on s'est laissé faire, juste parce que c'était dans l'église, on ne pouvait rien faire. Ah, vous êtes laissé faire? Oui, on s'est laissé faire. Parce que c'était dans l'église? C'était dans l'église. C'était en dehors? Non, on s'est laissé faire parce qu'on ne pouvait pas. On ne pouvait pas combattre ces enfants. Ils étaient tellement nombreux. Et le curé, en tant qu'un homme d'église, ce sont des personnes tolérantes. Alors, à la sortie de là, j'ai essayé de marcher dans la ville de Douala. J'ai même organisé des campagnes de sensibilisation dans les maisons où se trouvent certains délinquants, où je leur ai demandé de ne plus prendre des stupéfiants. On a même fait un rapport, on a fait un cri d'alarme au gouvernement. Même le gouverneur a été saisi, même le premier ministre a été saisi, où Anolo Cameroun a fait un rapport sur ce qui se vit actuellement au Cameroun, qu'il faut qu'on prenne des mesures, sinon la situation va s'empirer. Donc moi, ça ne me surprend pas. Et le premier ministre nous avait répondu, lorsqu'il nous a répondu, il a envoyé notre dossier au ministère des Affaires sociales. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas reçu un feedback du ministère des Affaires sociales, puisqu'elle a pris le dossier mettre sous les tiroirs. Alors nous, on avait dit ceci, qu'il faut qu'on crée des centres de loisirs, il faut qu'on crée des centres par exemple, qu'on renouvelle le centre de Betamba, où on peut prendre ces jeunes et les envoyer là-bas pour les recycler. Parce que le tout, ce n'est pas d'utiliser des méthodes cosmétiques, les arrêter aujourd'hui, mettre en prison. C'est pas ça qui va ternir le problème. Le problème est là. Maintenant, il faut qu'on trouve le fond du problème. Comment est-ce qu'on va faire pour que ces jeunes ne prennent plus des armes, ne prennent plus des stupéfiants, ne se comportent plus de la sorte. Il y a un problème de chômage et de pauvreté au Cameroun. Voilà le problème crucial, la pauvreté et le chômage. Il faut qu'on essaye de voir comment on va créer des emplois pour que les Camerounais, ces jeunes-là, puissent se responsabiliser et qu'ils puissent avoir de l'emploi pour pouvoir survivre. Parce que la majorité sont exposés au grand banditisme parce qu'il manque de quoi faire. Et nous, en tant que les mères, ce sont nos enfants. Mon fils aussi peut se retrouver dans une situation pareille demain. Qu'est-ce que l'État est en train de faire, le ministère des Affaires sociales, pour les enfants, pour la réinsertion des enfants qui sont têtus dans des centres d'assistance, dans des centres psychologiques? Je pense qu'il y a un travail de fond qu'on doit faire. On doit mener des campagnes. Moi, par exemple, j'ai organisé une house party avec ces enfants délinquants des microbes à Denver, Bonham Sadi. Ils louent des maisons. Ces bailleurs même qui donnent des maisons à ces enfants. Vous dites que vous avez organisé un house party. Avec ces enfants? Oui, un house party, donc un programme de danse, oui, avec ces délinquants, où je suis allé, j'ai même fait une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux, où je suis allé parler à ces enfants. Ils étaient au moins 400 jeunes. Donc, ceux qu'on a arrêtés sont même petits, ils sont nombreux, ils sont dans toutes les villes de Douala.
Ces enfants délinquants, ils sont partout. Je pense que nous-mêmes, les parents, nous devons travailler. Nous avons un rôle prépondérant, c'est-à-dire derrière nos enfants. Nous devons éduquer nos enfants à la maison et causer avec eux, essayer d'aller fréquenter les milieux auxquels ils fréquentent pour pouvoir prendre de la température. Parce qu'il faut sillonner les rues de Douala la nuit dans les boîtes. Vous allez voir des enfants qui sont autour d'une table avec 100 bouteilles de bière. Ils prennent cet argent où? Ils prennent cet argent où? Ils sont habillés comme des pachas, comme des enfants des gouvernants. La majorité qui ne sont que des pauvres qui habitent dans des bidonvilles. Vous dites qu'ils sont habillés comme les enfants de quoi? Ils sont habillés comme des enfants des gouvernants. Les enfants de gouvernants? Oui, les gouvernants de ce pays. À l'instar de la fille du président de la République, vous ne voyez pas ses habillements. Lorsqu'elle fait souvent ses postes, les enfants veulent la ressembler. Mais vous voulez que la fille du président s'habille? Mais même si elle s'habille, elle doit se cacher. Elle ne doit pas exposer ça parce que les enfants copient. Et pour avoir cela, ils sont obligés de faire ce qu'ils font. Mais c'est une enfant aussi, non? C'est une enfant, je ne refuse pas. Mais et il faut comprendre que lorsqu'il y a une société, il y a ce qu'on appelle la différence de la classe sociale. Ceux qui sont de la classe des pauvres veulent souvent imiter ceux qui sont de la classe riche. Et ils copient cet exemple. Comment est-ce qu'ils vont donc faire pour avoir ces fringues-là? Ils sont obligés de faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce que, ils sont dans une société pauvre, ils ne peuvent pas avoir ce genre de fringues, ils sont obligés d'aller braquer. Ce n'est pas que je les encourage d'aller braquer, mais il faut tout juste qu'il y ait une façon d'encadrer les enfants, leur donner la possibilité. Par exemple, il y a des bourses qui sont dans les universités, qu'on les donne les bourses pour leur permettre d'avoir au moins 5 francs. Un enfant de 20 ans qui ne peut pas avoir 10 000 francs de poche, parce que son père c'est un Bayam Selam. L'État a mis en place c'est-à-dire une pauvreté qui n'a pas de nom, qui empêche à la société de grandir et de s'épanouir normalement. Pourquoi est-ce que le Sinois Lovouri a fermé? Pourquoi est-ce que tous ces endroits où les jeunes se retrouvaient hier ont fermé? Toutes ces choses-là, nous on a vécu notre enfance, nous on partait dans les salles de cinéma. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y a que les lieux des bars où on vend des stupéfiants, les lieux de rencontres, c'est-à-dire obscurs, où les enfants partent maintenant. Mais hier, nous on avait des lieux de rencontres qui étaient ouverts, ce n'était pas des ténèbres. Aujourd'hui, les enfants entrent dans des ténèbres, dans les chambres pour faire je ne sais quoi. Moi, j'ai vécu des partouzes de ces enfants délinquants. J'ai vécu beaucoup de choses. Nous sommes à la télé. Non, il faut que l'État comprenne ce qui se passe dans ce pays. Ils organisent des réunions dans des chambres où ils planifient beaucoup de choses. Et moi, je prends le risque de temps en temps d'aller vers eux. Maintenant, où sont les mesures d'accompagnement? Comment est-ce que je vais donc faire pour sortir ces enfants dans ce lieu? Si l'État, quand on écrit à l'État de réveillez-vous, ça va mal dans le pays, réveillez-vous, occupez-vous de la jeunesse. Nous voulons quelle jeunesse? Qui vont nous remplacer demain? Si on ne met pas la main dans la pâte, le travail des enfants, ça demande, c'est-à-dire l'onction de tous les Camerounais. Que ce soit le dernier parent aux grands-parents, nous tous nous avons le devoir, c'est-à-dire d'aider en même temps l'État et nous aider aussi. Parce que ces enfants qui sont ces microbes-là, ils viendront nous agresser aussi demain, si rien n'est fait. Alors moi, je pense que le tout, ce n'est pas de mettre ces enfants en prison parce que c'est notre jeunesse, mais c'est de les recadrer dans les centres de rééducation. On peut réouvrir le centre de Bétamba. Il y a des terrains, par exemple chez moi à Bonendal, il y a des terrains, on peut construire des salles de sport, on peut construire des salles de loisirs, on peut construire des choses pour encadrer ces jeunes. Un enfant ne naît pas pour devenir ce qu'il est. C'est la société et l'environnement qui le transforment. Okay. Bien que le parent ait donné les conseils ou bien ait donné l'éducation, mais si il n'y a pas une assistance sociale, nous aurons ce que nous avons là. Voilà, l'homme n'est bon, c'est la société que le Coran disait l'ancien. Mathias Kameni, ce phénomène vous fait peur, vous également? En l'espace de 8 jours, on a comme l'impression que c'est un cycle qui est ouvert là. Oui, Serge, alors moi je pense que si le chef bandit n'avait pas volé la victoire du président élu Maurice Kamto, les jeunes n'en seront pas là. Non, Mathias Kameni, je vous en prie, nous sommes... non, je vous en prie, je vous en prie. Vous ne pouvez pas traiter le chef de l'État de chef bandit, je vous en prie. Vous pouvez retirer ce mot, nous sommes regardés par des personnes, je vous en prie. Serge, je ne peux pas accepter qu'on dise ça sur mon plateau, je vous en prie. Il y a une victoire qui a été volée. Non, vous ne pouvez pas taxer le président de la République de chef bandit, c'est ça mon problème. Mais je dis, il y a une victoire qui a été volée. Non, ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas ça le problème. Je vous en prie, soyons... Je dis bien que Mathias Kameni, je vous respecte. Été volé. Vous savez,
Vous savez, le problème que j'ai pour vous, Mathias Kameni. Réglé. Je vous en prie. Donc voilà, on en est aujourd'hui avec la même situation des Camerounais qui prennent des machettes contre des Camerounais. De l'autre côté, au nord-ouest, il y a certains Camerounais qui prennent des armes contre d'autres Camerounais. Et à l'est, à la frontière, c'est des enlèvements. À l'extrême nord, c'est des assassinats, des prises d'otages. Alors, notre pays fait face à une sérieuse insécurité aujourd'hui. Alors, tout cela parce que ceux qui ont la charge de prendre des responsabilités ne sont plus là. Sinon, comment on peut expliquer qu'un groupe de jeunes de plus de 40 peuvent sévir dans une ville comme Douala à plus de 2 reprises sans aucune riposte? Madame Douala Bell a dit tout à l'heure que les jeunes de Degdo ont constitué des groupes d'autodéfense. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, madame. Il faut reconnaître que la jeunesse est abandonnée à elle-même. Il faut reconnaître que vous étiez député à l'Assemblée nationale, que vous n'avez rien fait pour défendre la cause de ces jeunes-là. Vous avez quand même eu 48 millions de micro-projets en 5 ans. Vous aurez dû créer au moins un centre d'encadrement de ces jeunes-là. Vous ne l'avez jamais fait. Alors, venir aujourd'hui, face à cette situation, penser que c'est le groupe des autodéfenses qu'on a mis en place sans soigner le problème à la base. Nous pensons que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Et pour cela, M. Serge Alain Autou, parce que c'est tellement douloureux, nous nous posons la question aujourd'hui de savoir, Madame Malice Douala Bell, quel est le Cameroun que nous allons léguer à nos enfants? Si aujourd'hui, après 40 ans, que vous êtes aux affaires, les Camerounais sortent avec des machettes pour aller agresser les autres, pour avoir de quoi manger. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est la famine. C'est la famine. Un gouvernement qui ne peut pas nourrir son peuple, parce que c'est le minimum, qui ne peut pas soigner son peuple, parce qu'on voit tous les jours ici sur vos plateaux, on apporte des cas sociaux. Un gouvernement qui ne peut pas soigner son peuple, qui ne peut pas le nourrir, qui ne peut pas l'éduquer, qui ne peut pas lui donner un emploi. Monsieur Serge Alain Autou, ce gouvernement doit dégager. Ne soyez pas seulement fort, Madame Malice Douala Bell, de venir traquer ceux-là qui marchent pacifiquement pour réclamer les meilleures conditions de vie de nos populations. Ne faites pas seulement ça. Parce que c'est là où vous êtes plus fort. Parce que comment expliquez-vous, Monsieur Serge Alain, que des gens marchent pour demander l'arrêt des hostilités au Nozo? Parce que nos frères meurent tous les jours que Dieu a créé. Le FDPC lui-même a reconnu qu'à nos jours, il y avait 3000 morts. Lorsqu'une dictature reconnaît qu'il y a eu 3000 morts, multiplier ça par 5. Mais c'est quand même horrible, Madame Douala Bell. Est-ce que vous mesurez l'ampleur de cela? Comment pouvez-vous vous permettre de traquer plus de 500 personnes qui manifestent pacifiquement pour vous demander d'arrêter une guerre que c'est vous-même qui avez commencé? Parce que l'un de vos camarades a dit sur ce plateau que le Cameroun compte plus de 25 millions de Camerounais et que si 3000 perdent de la vie, c'est insignifiant. Votre camarade a dit ça sur ce même plateau. Est-ce que vous avez encore le sens de l'humanité, Madame Douala Bell? Quel est ce Cameroun que nous comptons aujourd'hui laisser à nos progénitures? Est-ce que c'est ce Cameroun où
quelqu'un à lui seul détourne 200 milliards. Merci. Alors que des gens, alors qu'il y a des patients qui sont confisqués devant l'hôpital général à Yaoundé par manque de dialyse. Merci Mathias Kameni. C'est quand même douloureux. Voilà, c'est douloureux. On va souffler un peu avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Bonsoir Sylvestre. Ah non. Au menu ce soir. Je pense que je devais répondre. Alain, il faut dire qu'au menu de 100% foot ce soir, nous reviendrons sur le week-end au Cameroun qui n'a pas été seulement perturbé par la présence des microbes dans les rues de Deido à Douala. Il y a également cette épée de la FIFA qui plane sur le Cameroun. La Fédération internationale de football association menace de suspendre le pays. La FIFA elle soupçonne le gouvernement camerounais d'ingérence dans les affaires de la Fédération camerounaise de football, notamment dans le conflit que pose la FECAFOOT à la Ligue de football professionnel du Cameroun. Nous allons en parler en plateau ce soir, tout comme nous reviendrons sur les matchs du week-end. Les A-Prime qui ont fait match nul contre le Soudan du Sud, c'était samedi au stade municipal Amadou de Yaoundé. Un jour plus tôt, du côté des Pays-Bas, les Lions indomptables tenaient en échec le Japon sur le score de 0 but partout. Voilà l'essentiel du menu de 100% foot. Dans quelques instants. Les Lions ont tenu le Japon en échec. Les Lions ont tenu le Japon en échec parce qu'au classement FIFA, le Japon a une meilleure position que le Cameroun. C'est ce qui nous fait dire qu'un score de 0 but partout face à quelqu'un qui est mieux coté que vous, c'est tout de même à tenir cet adversaire en échec. Voilà, c'est ça, Sylvestre Hippolyte Zangaou. Merci, c'est tout à l'heure 100% football avec Sylvestre Zangaou et ses invités. Malice de la Belle. Ah, je souffrais. Non. On devait d'abord écouter Sylvestre. D'accord. Bon, je pense que j'ai fait un compliment à M. Kameni. J'étais trop pressé de lui faire un compliment. Parce que je me rends compte que c'est un monsieur qui a peu de tenue, qui est irrespectueux, qui n'a pas l'élégance suffisante pour rencontrer une dame comme moi. Parce que, vous savez, ce que nous faisons comme travail, moi, je suis là pour porter la parole du RDPC et lui pour porter la parole du MRC. Mais quand ceux qui nous écoutent analysent ce que chacun dit, on se rend bien compte de la raison pour laquelle le MRC ne prendra jamais le pouvoir dans ce pays. Jamais. Comment ça? Simplement parce qu'il se trompe de débat. Vous ne pouvez pas me dire qu'un intellectuel, enfin j'imagine que M. Kameni en est un, même comme il fait beaucoup de fautes de français, quand il analyse une situation comme ce qui s'est passé à Deido, il commence par dire: je dis qu'il y a eu la constitution des groupes de jeunes d'autodéfense. Il dit c'est pas de ça qu'il s'agit. Monsieur, un fait, c'est un fait. Maintenant, vous pouvez critiquer le fait, mais le fait est là. Deuxièmement, ce qui se passe avec ces jeunes est quelque chose de commun dans tous les pays du monde. Et surtout en Afrique, où les problèmes de démographie, les problèmes de citoyens, de ville, j'allais dire, on a tous les problèmes. On a les problèmes au niveau de la santé, on a les problèmes au niveau de l'éducation, on a les problèmes. Et un gouvernement responsable adresse ces problèmes. Il ne fuit pas. Et je ne pense pas qu'il y ait un seul dirigeant qui a su répondre à tous ces problèmes. Autrement, il n'y aurait pas les microbes à Abidjan, il n'y aurait pas les bébés noirs à Brazzaville, il n'y aurait pas les... Il y a encore un autre nom qu'on a dans d'autres pays. Parce que chaque fois qu'on est dans ces situations où, effectivement, la pauvreté est là, la démission des parents est là, les problèmes d'emploi sont là, les problèmes de santé sont là, à un moment, le manque d'espace, d'expression pour les jeunes est là. Ça fait trop de problèmes pour ces jeunes. Et ils sont fragilisés et peuvent donc, et comme ils le font dans tous les... Quand vous allez en Amérique latine, dans les favelas,
vous trouvez ces problèmes-là. Oui, mais ce n'est pas la même chose. La pauvreté qui se vit aux États-Unis n'est pas pareille que celle qui se vit dans un pays comme le Cameroun. Je ne parle pas des États-Unis. Les favelas sont en Amérique latine, c'est-à-dire dans les pays comme le Brésil, le Brésil surtout. Oui, même à Cuba, Uruguay, dans plusieurs pays. Mais qu'est-ce qu'un gouvernement responsable fait? Un gouvernement responsable fait ce que le gouvernement du RDPC fait, c'est-à-dire adresser les problèmes. On ne sait pas tous les adresser au même moment. Et moi, j'ai donc l'espoir qu'avec la régionalisation, nous allons vivre un phénomène intéressant. Ce phénomène, c'est quoi? C'est que chaque région va essayer d'être attractive. Chaque région va essayer de happer les jeunes. Il y a trop de jeunes dans cette ville. Imaginez un seul instant que les autres régions ou les autres départements créent des opportunités qui permettent aux jeunes de sortir de ces conditions difficiles. On va progressivement aller vers la résolution de ces problèmes. Je pense que tous les parents, qu'ils soient du MRC, qu'ils soient du SDF ou du RDPC, souffrent de cela. Parce que quelquefois, même nos enfants, à nous, personnes aisées, se retrouvent dans ces bandes. Donc, aucun parent ne peut être à l'aise. Voilà, aucun parent ne peut être à l'aise avec ces situations. Alors, quand on coupe les cheveux en quatre et qu'on veut juste démontrer que, et en utilisant un langage vraiment qui m'a choqué, franchement, Monsieur Kamini, excusez-moi, j'avais beaucoup de respect pour vous, mais quand j'ai entendu ce que vous avez dit, et Serge Alain essayait de vous ramener à une dimension acceptable, vous n'acceptiez même pas. On vous a volé la victoire, n'est-ce pas? Oui. Ok. Et qu'est-ce que vous allez donc faire? Nous allons continuer à revendiquer. Alors, revendiquer. C'est déjà dans notre ADN. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Je pense que le ministère des Affaires sociales, n'est pas présent. C'est-à-dire ce ministère n'est pas présent auprès des jeunes au Cameroun parce qu'on ne ressent pas ce ministère. Ce ministère doit travailler. Nous, par exemple, nous sommes allés vers ce ministère pour qu'on les accompagne. C'est-à-dire dans le processus de sensibilisation. Parce que quand l'État donne les récépissés aux associations, qu'est-ce que l'État attend de ces associations? Est-ce que ces associations les accompagnent? Soit des partenaires. Voilà, mais on se rend compte que nous, on ne sait pas pourquoi on nous donne vraiment ces récépissés. Parce qu'on se rapproche de ces ministères, ils prennent des dossiers ou bien des rapports, ils mettent ça dans les tiroirs. Et quand le problème surgit, c'est là où on commence à chercher des solutions. Pourtant, nous proposons des solutions dès le départ. C'est depuis décembre 2017 que nous avons alerté. Nous avons alerté nos gouvernements, mais rien n'a été fait. Donc, pour moi, je pense que ce phénomène, il va aller en recrudescence parce que on tape le fer quand il a encore feu. On n'attend pas que la pluie tombe pour pouvoir arrêter la pluie. Il est temps que ceux qui sont au ministère essayent de déléguer les compétences, qui donnent des compétences à ceux qui doivent travailler auprès des associations. Parce que nous allons sur le terrain. Moi, je ne parle pas. J'ai des vidéos, j'ai des preuves que je fais de la sensibilisation sur la délinquance juvénile. Merci, Queen. Mathias Kameni, 30 secondes rapidement, on est arrivé au terme de l'émission. Oui, moi je pense que vraiment il ne faut Comment faire pour sortir de ce phénomène? Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne fallait plus lui donner la parole. Il n'a pas été correct. Il ne faut pas qu'on se trompe. C'est vrai. Rapidement, la solution c'est quoi? À un gouvernement qui est aux affaires depuis plus de 39 ans et vient nous dire aujourd'hui que la régionalisation qui arrive va régler le problème. Quel problème? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi vous ne l'avez pas fait depuis 39 ans? Et qu'est-ce que Camto a fait pendant 7 ans auprès de ce gouvernement pour innover? Qu'est-ce qu'il a fait pour innover? Pour créer quelque chose de spécial qui pourrait nous faire croire qu'en devenant président, le Cameroun va gagner quelque chose. Franchement, votre rêve, le président Élie Maurice Kamto est arrivé, il a éclairé les Camerounais. Il est d'ailleurs le guide de la résistance, je pense. Donc nous pensons qu'avec sa gouvernance, il a les capacités, n'est-ce pas, de sortir le Cameroun dans cette fourberie que le RDPC l'a plongé. Merci. Donc, et j'appelle tout le monde, y compris le RDPC, à le soutenir, n'est-ce pas, sur cette voie-là. Merci, Mathias Kameni. Et c'était normal, merci, Serge,
C'était normal que vous lui donniez la parole pour qu'il termine. Non, non, mais c'est vous qui terminez là. Je pense que nous sommes dans le phénomène. Voilà, c'est vous qui terminez. Bon, je vous en prie. L'émission est terminée. C'est nous qui contrôlons la scène du pouvoir, madame. C'est nous qui contrôlons la scène politique, madame. Merci, Mathias. Je voulais rebondir sur ce que Maria a dit. Oui, rapidement. On me fait des grands signes. Effectivement, il va falloir très vite passer à des instruments comme les centres de rééducation. Parce que mettre ces enfants en prison, c'est les exposer encore plus à des fléaux qui sont encore plus dangereux que ceux qui sont en dehors de la prison. Merci Marlise Doualabel, merci Kunmeri, merci Mathias Kameni, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinoxoir. On se retrouve demain. Demain, c'est un autre rendez-vous, 19h. Toute l'équipe conduite par Abega Innocent vous donne donc rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Daido.